Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver. Même dans cette situation hyper compliquée, mardi 4 mars 2025, marché qui est enfermé dans une volatilité intense, bon ça part dans tous les sens pour rester poli. Le marché décroche la semaine dernière sous le bas du range, se reprend vendredi avec des bons chiffres de l'inflation. Quelque chose d'incroyable se passe dimanche en fin de journée avec ces messages qui commencent un peu à sortir de nulle part de la part du président Trump, dont la personnalité interroge et donc forcément dont la crédibilité aussi est, euh, est interrogée. La guerre commerciale qui a passé la troisième, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accords commerciaux. Les pays sont dans la surenchère des droits de douane. Et la nuit dernière, la Chine, le Canada, le Mexique, tout le monde annonce augmenter ses droits de douane en proportion de ce que font les États-Unis. Techniquement parlant, la question se pose, est-ce que ce cycle de 4 ans est brisé? 4 ans, la quatrième année, c'est celle que nous sommes en train de vivre. Et finalement, est-ce que le cycle que nous vivons va se limiter à un cycle de 3 ans, avec un bottom qui aurait été fait pour les alts même dès décembre dernier, et pour un top, pardon, et pour le BTC le 20 janvier dernier? Ce sont vraiment deux écoles, il faut regarder les choses en face, deux écoles s'affrontent, à la fois sur l'aspect prix et l'aspect temporel. Je vais essayer de reprendre ça avec vous. Et bien sûr, la question technique, est-ce que le marché peut encore se reprendre? J'ai plusieurs graphiques à vous montrer. Il y a des graphiques, je vais vous le dire d'entrée de jeu, qui permettent d'y croire encore. Si on fait de la répétition temporelle, des deux cycles précédents, ça nous envoie encore en fin d'année, donc ce qui nous laisse de la marge. Mais alors du coup, quels sont les arguments de ceux qui pensent que le cycle s'est terminé en janvier? Leur argument principal, c'est que le marché avait fait un ATH avant le halving. Et donc ils ont commencé leur décompte de jours depuis cet ATH. Sauf que c'était un ATH testé mais pas briqué. Et même en commençant un décompte de jours depuis cet ATH qui avait été fait en mars 2023 avant le halving qui avait lieu le 20 avril 2023, et bien même là, si on terminait le bull market là, le 20 janvier dernier à 109 000 dollars, c'est ça le cycle le plus court ever. Jamais on aurait eu un cycle aussi court. Si vous voulez faire aussi court que le tout premier des cycles, il faudrait qu'on termine là dans 40-50 jours. Mais la question se pose, il y a des graphiques de long terme, il ne faut pas qu'on ait un mois de mars dégueulasse, je vous le dis d'entrée de jeu. Il y a des graphiques de long terme, si je reste vraiment sur l'aspect purement technique, j'oublie le cycle Bitcoin, j'oublie tous les aspects temporels, sur un aspect purement technique graphique de long terme, il ne faut pas qu'on ait un mois de mars dégueulasse. Notamment pour ne pas activer des grosses divergences baissières mensuelles. Donc ça, je vais vous montrer ça. Mais en même temps, il y a des charts, il y a des indicateurs avancés qui permettent d'être optimistes. Notamment la tendance de la liquidité mondiale, qui nous annonce une reprise, quelque part en mars. Voilà, bon, j'en dirai pas plus. Dans l'introduction, les fondamentaux, c'est huge, ça va dans tous les sens. Forcément, la géopolitique, les États-Unis qui là suspendent leur aide à l'Ukraine, c'est tendu. En termes de fondamentaux, ça devient assez illisible. Alors, les fondamentaux de la finance traditionnelle, la désinflation a repris aux États-Unis. C'est ce qui a permis d'ailleurs la stabilisation vendredi dernier. Cette semaine, vous avez toutes les statistiques de l'emploi, mais en même temps, la Fed attend de voir quel sera l'impact des tarifs douaniers sur les perspectives d'inflation. Bon, voyez un peu la situation globale, macro-fondamentale, géopolitique compliquée dans laquelle on est. Voilà les amis, écoutez, c'est parti, on passe au graphique. Allez go les amis, on y va, des fondamentaux, il y en a dans tous les sens cette semaine. Il y en a dans tous les sens, vous avez toutes les statistiques américaines de l'emploi, vous avez bien sûr toute l'actualité géopolitique. Tout ça agit sur quoi? Les perspectives de croissance, les perspectives d'inflation, les perspectives de politique monétaire de la Fed. D'ailleurs, les tensions augmentent tellement et la désinflation a repris. Mais je ne vais pas... regardez, les statistiques sont publiques, vous pouvez les trouver, c'était le chiffre de vendredi. Désormais, le marché anticipe 3 baisses de taux de la Fed cette année. Bon, enfin, 3 baisses de taux parce que voilà, il y a un risque qui augmente. La fameuse probabilité d'une récession aux États-Unis qui aurait augmenté, enfin en tout cas le marché a peur des effets de la guerre commerciale. Non mais franchement, on est servi en termes de fondamentaux, on a un cocktail explosif actuellement, c'est très ennuyeux. Cette semaine, il y a donc l'événement annoncé par Donald Trump et par David Sachs, le tsar crypto. Il y a un Crypto Summit, un sommet crypto organisé à la Maison Blanche vendredi 7 mars.
Bon, vous savez que même au sein de l'écosystème, le fait qu'il a annoncé une réserve stratégique, enfin une réserve qui contient autre chose que Bitcoin, ça fait des débats. Beaucoup se demandent pourquoi des shitcoins arrivent dans une réserve, que c'est pas sérieux. En fait, c'est ça, il est en train de perdre en sérieux. L'administration, leur rapport aux crypto-monnaies, là, prend un coup. Alors, on va voir, il rassemble du monde vendredi, mais même des grands pontes au sein de l'écosystème souhaitent que ce soit uniquement dédié à Bitcoin et pas à d'autres jetons qui sont considérés comme des shitcoins, éventuellement OTH, mais pas les autres. Bon, enfin voilà. Alors, pour les fondamentaux, il y a un max de trucs. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on part direct. Ça va être un des temps forts. Ça avait été annoncé, en fait, dès vendredi. Ça a permis une stabilisation. Bon, après, voilà, le marché réintègre le range. 92K, refait moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, moins 10. Bon, on est sous l'ancien range, donc on reste en situation technique dégradée. Mais ça, c'est un événement vendredi 7 mars. Ça a lieu à la Maison Blanche, hein, The White House. Bon, alors maintenant, ce qui vient de The White House, ça commence à faire un peu flipper quand même, euh, sur le plan géopolitique, mais bon. En tout cas, c'est un des temps forts à suivre cette semaine. Voilà, ça, alors vous savez, par rapport à ça, tout ce qu'a fait Trump, là, tout ce qu'a raconté Trump ce dimanche, beaucoup disent que c'était pour servir exit liquidity à tous ses potes. En gros, tous ses potes étaient prêts. Chut, je vais tweeter, hop, tout le monde va acheter, vous en profitez pour prendre vos profits. C'est un peu ce qui circule sur les réseaux. Parce que voilà, le fait d'avoir du XRP, du Sol, du ADA dans une réserve et pas seulement du Bitcoin, ça partirait complètement en vrille. Bon, on verra un peu ce qui sera annoncé, ce qui sera annoncé vendredi. Point où on en est. Alors, bon, cette semaine, vous avez un maximum de... Vous savez, la guerre commerciale relance le débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis. C'est un peu, en tout cas la trajectoire actuelle, c'est la surenchère. Dès que les États-Unis augmentent les droits de douane, par exemple la Chine, le Canada et d'autres partenaires commerciaux le font aussi. Donc là maintenant on en est à un point où à partir de mars-avril il y a des droits de douane dans tous les sens de 20-30%. Bon, tant qu'il n'y a pas d'accord commercial, le marché se stresse. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de début de communication entre la Chine et les États-Unis. Peut-être qu'il y aura bientôt un appel téléphonique entre Xi et Donald. Mais bon, pour l'instant, le marché a ça dans la tête. Et cette semaine, vous avez toutes les statistiques américaines de l'emploi qui sont mises à jour. Et c'est toujours la même chose. La statistique la plus importante, c'est vendredi, le taux de chômage. Le taux de chômage augmente, ça augmente la probabilité que la Fed baisse ses taux. Mais le taux de chômage augmente, ça augmente la probabilité d'une récession. Récession, moins de croissance économique, actifs risqués sous pression. Du coup, qu'est-ce qui soutient les actifs risqués? Je parle des actions et des cryptos. Les baisses de taux. Mais si les baisses de taux sanctionnent une récession, dans ces cas-là, non. Bon, mais il faut que la baisse de taux sanctionne une désinflation. Là, oui, c'est ça. C'est toujours les mêmes facteurs. La désinflation, elle a reprise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et tous les indicateurs avancés nous disent qu'elle va continuer de baisser. Regardez les chiffres de vendredi dernier. Pourquoi ça ne soutient pas les cryptos? Ça a permis de stabiliser vendredi. Bon, depuis, on sait ce qui s'est passé. Et c'est parce qu'il y a tellement d'autres thèmes. Il y a un peu un stress actuellement avec le comportement de l'administration Trump, un peu sur tous les sujets. La guerre commerciale, la guerre en Ukraine. Il y a un malaise, il y a quelque chose. Mais il n'y a pourtant rien de concret. Si vous prenez par exemple la guerre en Ukraine, pour l'instant, c'est une suspension de l'aide. Ah, mais à quoi cela va mener? Bon, tout ça crée de l'incertitude, et en incertitude, les actifs risqués prennent cher. Pour les fondamentaux, il y en a plein cette semaine. Je vais passer maintenant à la partie Bitcoin technique et cycle, mais au final, le marché regarde l'impact sur les anticipations de politique monétaire de la Fed. Désormais, la Fed devrait reprendre ses baisses de taux en juin. Il y aurait 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Bon, tout ça change tous les jours. Nous verrons bien. Alors, Bitcoin, la quête, oui, et donc en lien avec tous ces fondamentaux, bien sûr, l'impact sur le S&P 500, l'impact sur le dollar. Là, le S&P 500, c'est le bord du gouffre technique. Ça va être l'équivalent de l'ex-ATH sur Bitcoin, hein. Ça va être l'équivalent des 73 600 $. C'est ça, de toute façon, qui casse le cycle sur Bitcoin, hein. Réintégrer l'ex-ATH, notre cycle de 4 ans serait devenu un cycle de 3 ans. En fait, c'est ça. En gros, hein, Bitcoin a terminé en janvier. C'est que notre cycle de 4 ans est devenu un cycle de 3 ans. Moi, je ne fais pas partie de cette école. J'ai peut-être tort. Mais moi, je pense qu'il nous reste du temps. En tout cas, cette semaine, c'est vraiment un seuil à pas enfoncer sur le SP500. Le gap, là, c'était la victoire de Trump. La moyenne mobile à 200 jours. Il va falloir regarder ça de près. Le dollar, lui, est sous pression. Bon, mais il faudrait casser ça. Ce serait très positif pour nous de casser ça sur le dollar. On verra. Nous n'y sommes pas. Alors,
Bitcoin, la quête d'un bottom, j'ai envie de dire, mais déjà la quête d'une stabilisation et la quête de moins de volatilité, parce que la vol, ça fait donc sur une semaine, il y a 4 jours en extrême fear, 3 jours en fear, donc ça y est, on a complètement quitté. Alors, nous sommes sur des niveaux de peur supérieurs à la période d'FTX, supérieurs à août dernier. Sur un an, vous avez 6 jours d'extrême fear, il y en a 4 sur le dernier mois, et 4 sur la dernière semaine, donc vous voyez qu'on est vraiment dans le dur. On est dans le dur, on est dans l'archi-dur. Et bon, forcément, oui, voilà, ici vous avez le prix du Bitcoin et le code couleur, c'est le sentiment de la peur. Effectivement, les bear markets démarrent dans des décrochages techniques et des grosses phases de peur. Mais aussi, dans la tendance haussière, les phases de range, de consolidation ou de zigzag se terminent aussi dans la peur. Donc, c'est l'expression un peu commune en bourse, la fameuse croisée des chemins techniques. C'est pour ça qu'il y a un niveau de peur actuellement, c'est que tout le monde s'interroge. Est-ce qu'on est plutôt proche de la fin de cette phase qui a commencé le 20 janvier et donc la peur arrive et donc le bottom est en vue, ou est-ce qu'en fait c'est le début d'un bear market? Mais dire que c'est le début d'un bear market, ça veut dire qu'il n'y a plus de cycle de 4 ans. On l'a cassé, il est brisé. Dire qu'on est déjà en bear market, c'est qu'en fait on est passé d'un cycle de 4 à un cycle de 3 ans. Nous sommes passés d'un cycle de 4 à un cycle de 3 ans. Vous avez ici, je vous remonte les bougies annuelles au cours du Bitcoin, c'est à jour de ce soir, d'hier soir. Le cycle de 4 ans consiste à dire en fait que les cycles Bitcoin se terminent l'année qui suit le halving. En fait, on part du début du bear market, et ensuite le halving arrive, et vous avez donc en 4e année, le bout de la 4e année qui était le haut de cycle. Ce fut le cas sur les 3 précédents cycles, et nous, notre 4e année ici, qui, dans tous les exemples passés, était donc la fin du cycle, notre 4e année pour l'instant est raide. Mais voilà, on est quoi? On est le 4 mars. Nous sommes le 4 mars. Donc vous voyez effectivement que si on a fait le haut de cycle en janvier, il n'y a plus de cycle de 4 ans, on l'a cassé. J'arrive avec tout un tas de choses temporelles. Là je pars un peu dans tous les sens, mais suivez-moi s'il vous plaît jusqu'au bout. Alors, effectivement sur le plan technique, ce qui s'est passé là depuis une semaine, c'est vraiment... on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Je prends toute la structure du cours de Bitcoin depuis le début du cycle. Ah là là, si seulement tout le monde avait pu payer ici. Si seulement 99,9% d'entre nous, ici, vous, moi, tout le monde, les amis, les potos, vous qui me suivez depuis plusieurs mois, voire davantage, et je vous en remercie, j'espère que vous resterez malgré l'adversité. Bon, si on avait tous payé entre là et là, on serait tellement zen, tranquille, on serait même là, yes, ça baisse, je vais en racheter. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas tous acheté entre là et là, et faut être honnête, beaucoup davantage dans cette zone. Donc on s'interroge. Le cycle Bitcoin, depuis le début, c'est des impulsions, des ranges. Parfois, il y a eu des chasses à la liquidité en dessous. Des impulsions, un range, pas de chasse, cassure. Hop, un range, on chasse en dessous, on repart. Boum, un range, on chasse en dessous, on repart. Boum, on casse, un range, on chasse en dessous. Jamais dans ce cycle, on a réintégré la partie haute de l'ancien range. Vous voyez, jamais on est venu casser la partie haute de l'ancien range. Donc en fait, ça se joue là. Ça se joue là. Les 73 600 $, c'est l'axe ATH, enfin c'est l'ATH de mars, mais le véritable axe ATH c'était, du cycle précédent, c'était les 69 000, c'était un peu en dessous. C'était un peu en dessous. Donc là, ce qu'on a vécu quand même depuis une semaine, ça fait transpirer, c'est-à-dire qu'on casse la semaine dernière, on réintègre dimanche avec les conneries de Trump. J'ai le droit de le dire quand même. Hop, plus 10, moins 10, on repasse sous le bas du range. Tant qu'on est sous le range, on est en situation compliquée. On est dans cette incertitude. L'incertitude qui est, est-ce qu'on chasse ici pour repartir, ou est-ce qu'en fait, là, c'est le double top, le début du bear, et on casse ça et on part en bear. Donc un bear market qui commencerait à un niveau inédit en termes d'écart temporel par rapport au prochain halving. Parce que le cycle de 4 ans de Bitcoin nous donne un bear market entre novembre 2025 et novembre 2026. Et pas entre janvier 2025. Alors on part dans quoi? On partirait dans 2 ans de bear market? Ou si là on part dans 1 an de bear market, le point bas c'est en fin d'année? Bon, il y a des 1000 questions dans tous les sens. Et entre ces deux bornes, on ne sait pas. On ne sait pas. Entre ces deux bornes, on ne sait pas. Bon, alors, vague 4. Vague 4, ça tient encore la route. Moi, je reste sur mon truc, ça tient la route. Vous l'avez ici.
La 1, la 2, la 3, la 4, retrace la grande 3 est ici, les ratios n'ont pas changé. 23,6, 92 000, 38,2, 82 000, 0,5, 75 000, c'est là que ça TH. Une vague 4, ça va. Déjà, sous 0,32, c'est chaud. 0,5, grand max. 0,618, ça commence à appuyer sa mère. Pardon. Mais voilà, donc au final, ça peut, même si on allait retest l'ex-ATH, alors regardez bien ici, quand je parle d'anciens records historiques, vous avez ici les 69 000 $ qui sont le vrai ancien record historique, et vous avez les 73,5 qui sont cet ATH qu'on a fait en mars avant le halving. Donc tant qu'on tient ça, on peut encore y croire. En dessous, c'est tendu du slip. Tendu du slip. Le cycle de 4 ans, est-ce qu'il est terminé? Je vous ai refait un petit truc. C'est ça le cycle de 4 ans. Et qu'est-ce qui fait que certains disent qu'il est terminé? Alors, vous avez tous les cycles. Le halving, fin de cycle. Ça, c'était le premier cycle de 2012. Lui, c'est celui qui avait été le plus court. 52 semaines après le halving. Si on devait terminer comme 2012, ça nous emmène plutôt jusqu'à fin mars, mi-avril. Donc, même 2012, même si on devait terminer comme 2012, en fait, si là on l'a terminé en janvier, c'est qu'on l'a terminé même 2 mois et demi avant 2012. Donc on aurait un cycle sabré. Alors si c'est l'ami Trump qui nous a, l'ami, c'est une expression, d'accord, qui nous l'a sabré, bon. Maintenant, les deux cycles précédents, regarde, cycle après cycle, ça augmente. 52 semaines après le halving, 75 semaines après le halving, 78 semaines après le halving. Là, j'ai reporté 75 semaines après le halving, donc le cycle de 2016. Ça nous envoie à septembre. Et si je reporte le cycle précédent, c'est plutôt mi-octobre. Moi donc, d'un point de vue temporel, je me dis le cycle n'est pas terminé. Maintenant, j'entends les arguments de ceux qui disent que le cycle est terminé. C'est quoi leur argument? Leur argument, c'est que jamais Bitcoin n'avait fait un nouvel ATH avant le halving. C'est vrai. Prenez les exemples passés, regardez. Avant le halving, pas de nouveau record. Avant le halving, pas de nouveau record. Avant le halving, pas de nouveau record. Et là, avant le halving, on a eu un micro nouveau record. Mais on ne l'a pas breaké. Et on a fait 8 mois de caca pour le breaker dans les temps habituels. Alors oui, il y a les chiffres ronds que j'ai remis. 10, les multiples de 10, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Effectivement, ici, 1000 avait terminé le cycle. Mais on a la plupart des cas de figure où c'était qu'une pause intermédiaire. Alors, est-ce que 100 termine le cycle et nous le transforme en cycle de 3 ans? Donc, on voit que cycle après cycle, ça augmente. Et là, en plus, je reporte uniquement 2016. Ça nous emmène plutôt en fin d'année. Mais, voilà. Cet ATH avant le halving, pour beaucoup, casse le cycle. Pour beaucoup, casse le cycle. Alors, si on regardait le fameux, celui-là il faut qu'on le regarde, c'est le truc, voilà, ça fait tellement débat, le fameux stock to flow modèle. Ça, vous l'avez tous déjà vu 1000 fois ce graphique. Vous l'avez tous déjà vu 1000 fois. C'est le graphique qui fait parfois rêver. Ouais, j'achète Bitcoin, ça va faire x10, c'est cool. Le fameux stock to flow modèle de plan B. Plan B, il doit un peu transpirer actuellement. Bon, mais tout le monde transpire actuellement. Soyons pas durs avec lui. Parce qu'il aura peut-être raison à la fin. Et là aussi, on est un peu à la croisée des chemins, comme il dit. Alors c'est intéressant de voir ici que vous avez donc un écart à la ligne du stock to flow. Ce sont des bornes d'écart, ce sont des variances. Et le précédent point bas du bear avait été fait vraiment dans la partie basse. Et là, vous voyez qu'on arrive dans la partie externe. Et en fait, qu'on y est. Je zoome, on y est. Donc là, on voit aussi que c'est un peu... C'est à la croisée des chemins. C'est tendu. C'est tendu, faut tenir. Il faudrait arriver à tenir ça. Bon, d'un point de vue temporel, bon, voilà, le cycle de 4 ans, selon toutes les métriques, doit nous envoyer plus tard dans l'année. Maintenant, le débat, il est là. Voilà. Le décompte par rapport à l'ATH. Si je décompte par rapport à la vraie cassure de l'ATH, si je décompte par rapport à la vraie cassure de l'ATH, le 6 novembre dernier, où on a vraiment dépassé, on est dans les temps, si par contre je commence mon décompte en commençant à ce breakout qui ne fut pas un breakout, puisqu'on c'était juste un test,
avant le halving, dans ces cas-là, si je commence le décompte ici par rapport à cette colonne-là, là, par contre, on est au bout, en tenant compte de la TH. Et encore, pas tout à fait. Vous avez un graphique ici qui rassemble les datas. Le graphique qui compare les bull markets, les cycles, en tenant compte du moment où on a rejoint la TH. Mais même là, si on avait terminé, on est en rouge en janvier, on serait le cycle le plus court. On serait le cycle le plus court, le plus court, le plus court, le plus court. Mais là, je vous montre l'argument principal de ceux qui pensent que le cycle est terminé. C'est le fait, c'est ça. Le fait qu'en fait, voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Le fait qu'en fait, on aurait commencé le décompte ici, et non pas ici. Moi, je le commence ici parce que ça, c'était pas un breakout, c'était juste un retest. Et on a eu tout ça pour nous remettre dans les temps habituels. Bon, on verra bien. Alors, là, je prends le Rainbow Chart, je voulais vous montrer ça parce qu'on est vraiment sur un truc important, on est sur un niveau important, là aussi, il faut tenir la zone basse actuelle. Vous voyez, on a cette bande ici, en fait, c'est la bande des 83K, et forcément, si on la casse, ben, c'est le retour à 60. Enfin, selon les enseignements du Rainbow Chart, qui lui aussi devait nous emmener beaucoup plus haut d'ici la fin de l'année. C'est pas mort, hein, mais teste là, donc un niveau qui est important. De la même façon, le ratio Bitcoin-Gold teste un niveau hyper important. Cette trendline, il ne faut pas casser. Alors, les raisons d'y croire. Alors, tout d'abord, première chose. Oui, alors, simplement, pour le graphique mensuel. Là, je suis en échelle arithmétique, hein, mais je peux passer en log, voilà, mais je passe en log tout de suite, la bougie de février fait pas peur. Février, on est complètement hors statistique, hors répétition cycle, hein, le piège intégral dans lequel je suis tombé le premier. Bon, maintenant j'oublie toutes ces histoires de cycle, juste d'un point de vue technique. Les graphiques de long terme, c'est toujours imparable. Tous les fins de cycle précédents, c'était une divergence baissière de RSI en zone extrême et un croisement de MACD. Divergence active, divergence active, divergence active. Active, c'est péter le point bas ici. Active, active. Croisement de MACD, croisement de MACD, croisement de MACD. Là, on a une div, mais elle n'est pas active, faut pas casser ça. Quand je vous dis qu'il ne faut pas que Mars soit dégueulasse, c'est ça. Un mois de mars dégueulasse, on casse ce niveau-là, on croise ici. D'un point de vue purement technique, le cycle est terminé. D'un point de vue uniquement purement technique, j'oublie l'aspect temporel. Donc la bougie de février ne nous l'a pas terminé. Mais c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Faut pas casser ça. Faut pas croiser. Les raisons d'y croire, alors là ça fait débat. Bien sûr, il y a une corrélation incroyable entre la liquidité mondiale, la courbe en orange, et le cours de Bitcoin. Il y a un débat de malade pour savoir, et c'est même impressionnant, ça ressemble. Et le débat, il est, quel est l'écart temporel? Vous voyez bien qu'il y a un écart entre quand la liquidité pump ou décroît et ce que fait Bitcoin. Mais ça ressemble à un truc de fou. L'écart, il est soit de 45 jours, soit de 70. Soit de 45 jours, soit de 70. Donc là, vous voyez bien qu'on a ce drop ici qui correspond à notre drop, mais derrière, regardez, la liquidité s'est vachement repris. Donc, si je pars d'un écart par rapport au bottom de 45 jours, on serait pas loin du bottom, où on l'aurait fait la semaine dernière ou cette semaine. Si par contre, je vais dans les 70, c'est plutôt un bottom fin mars. En tout cas, ça fait partie des raisons d'y croire. La liquidité repart à la hausse, et donc c'est quelque chose qui devrait nous soutenir d'ici la fin du mois de mars. Pour les alts, bon, j'ai deux graphiques à vous montrer. Pour les alts, ça c'est vraiment la ligne de support à pas casser, c'est le ratio others, toutes les alts sur BTC. Il y a peut-être une div et tout, bon, vous voyez, je cherche des trucs pour nous rassurer, mais ça c'est quelque chose quand même qui... J'espère qu'il y aura une belle réaction. Il ne faut pas dépasser cette résistance sur la market cap de l'USDT, sinon on sera en situation compliquée. Et en bref, les autres, bon, les autres de toute façon, ça va être lié à Bitcoin, hein, mais c'est aussi... Pour Ethereum, c'est la zone là, c'est bord du gouffre technique. Hein. On va péter ça. Voilà, les 1900-2000, c'est réaction obligatoire, hein, sinon derrière. Voilà, c'est l'énorme zone latérale depuis 2022. C'est la zone à impérativement tenir sur OTH. On va prolonger le drop.
Sur le BNB tient mieux. Hein. Il y a toujours cette trendline, il y a toujours le Kumo Ishimoku, ça tient bien. Donc là, c'est pareil, ce sera le trend à tenir. Sur Solana, la grosse zone à tenir, bah, c'est celle-là. C'est celle dans laquelle on est. Hein. En plus, il y a le Kumo Weekly du système Ishimoku qui passe ici. Et Borg, bah, il n'y a rien à dire sur Borg, c'est un range. Un range entre 0,10 et 0,40. C'est intéressant que dans le bas du range. Bon voilà les amis, j'en dirai pas davantage. Donc beaucoup de choses cette semaine, des fondamentaux dans tous les sens, et puis donc le sommet crypto à la Maison Blanche. Vendredi, on verra ce que ça donne. Merci à tous.